Pendant plus de 25 ans, Rockstar n'a pas seulement créé des jeux, ils ont construit des villes qu'on a explorées pendant des centaines d'heures, des villes où on a appris chaque rue, chaque raccourci, chaque quartier. Et quand on regarde l'évolution des cartes dans GTA, on réalise quelque chose d'assez fou. Rockstar n'a pas seulement cherché uniquement à faire des maps plus grandes, ils ont surtout essayé de créer des mondes plus vivants. Aujourd'hui, on va voyager à travers toute l'évolution des cartes dans GTA, depuis les rues en vue du dessus de GTA 1 jusqu'au monde gigantesque de GTA 5. Et vous allez voir qu'à chaque génération, Rockstar a complètement changé sa façon de concevoir un monde ouvert. GTA 1, les origines du chaos. En 1997, Rockstar sort le tout premier GTA, et évidemment, comparé aux jeux modernes, ça paraît extrêmement simple. La caméra est vue du dessus, les voitures ressemblent à des mini-jouets et les villes sont loin d'être réalistes. Mais pourtant, les bases de GTA sont déjà là, liberté totale, vol de voitures, police, mission et chaos absolu. Et surtout, plusieurs villes. Déjà, à cette époque, Rockstar voulait donner l'impression d'un immense terrain de jeu. On retrouve notamment Liberty City, Vice City et San Andreas, des noms qui deviendront mythiques quelques années plus tard. Mais ici, les cartes sont surtout pensées pour le gameplay, pas vraiment pour l'immersion. Les rues sont simples, les bâtiments servent principalement de décor et l'objectif principal c'est surtout de s'amuser. On sent quand même déjà cette volonté de caricaturer les États-Unis avec des publicités absurdes, un humour satirique et une ambiance très particulière. Ce qui est impressionnant, c'est qu'en 1997, avoir autant de liberté était déjà révolutionnaire. La plupart des jeux de l'époque étaient très linéaires, alors que GTA donnait l'impression d'être dans un petit monde ouvert vivant. Mais si aujourd'hui ça paraît minuscule, à l'époque c'était gigantesque et Rockstar va rapidement comprendre une chose. Les joueurs ne veulent pas simplement faire des missions, ils veulent explorer. GTA 2, une ville plus vivante. Avec GTA 2, Rockstar garde la vue du dessus, mais commence déjà à améliorer énormément la structure de ses villes. La map devient plus dense, plus détaillée et surtout plus vivante. On commence à avoir davantage de trafic, plus de piétons et une vraie ambiance urbaine. Mais le plus intéressant dans GTA 2, ce sont les gangs. Chaque quartier possède sa propre identité et selon les gangs que vous attaquez, certaines zones deviennent plus dangereuses. Pour la première fois, la carte influence réellement votre façon de jouer. Rockstar commence déjà à transformer la ville en véritable système dynamique. Et même si aujourd'hui GTA 2 est souvent oublié, il pose énormément de bases importantes. Parce que Rockstar comprend quelque chose d'essentiel, une bonne map ne doit pas juste être grande, elle doit raconter quelque chose. Et ça, ils vont l'exploser quelques années plus tard. GTA 3, le moment où tout a changé. En 2001, Rockstar sort GTA 3 et honnêtement, ça change complètement l'industrie du jeu vidéo. Parce que pour la première fois, GTA passe en 3D. Et d'un seul coup, Liberty City devient une vraie ville. Quand les joueurs découvrent GTA 3 à l'époque, c'est un choc. On peut conduire partout, explorer librement, prendre des ruelles, monter sur des ponts et traverser différents quartiers. Et surtout, la ville donne enfin l'impression d'exister. Les rues sont étroites, l'ambiance est sombre, les voitures circulent partout, la pluie transforme complètement l'atmosphère. Liberty City ressemble à une ville dangereuse, presque oppressante, et c'est là qu'on voit le génie de Rockstar. Parce qu'il ne cherche pas encore une fois à faire une map immense, il cherche surtout à créer une ambiance. Chaque quartier possède son identité. Portland ressemble à une immense zone industrielle violente, entre les docks, les usines, les entrepôts et les rues sales, toute l'île dégage une ambiance dangereuse. C'est le quartier le plus brutal du jeu, presque étouffant par moments. Staunton Island change complètement d'atmosphère, avec ses grands immeubles, ses avenues plus modernes et son inspiration très Manhattan. On sent que Rockstar voulait représenter le cœur économique de Liberty City. La ville paraît plus riche, plus dense et beaucoup plus vivante. Puis vient la Shoreside Valley, beaucoup plus calme et résidentielle. Les routes sont plus larges, les maisons remplacent peu à peu les immeubles et l'ambiance devient moins oppressante. Mais malgré ce côté plus paisible, certaines zones gardent quand même cette sensation étrange et mélancolique propre à GTA 3. Même les couleurs de la ville participent à l'ambiance, tout paraît gris, sale et brutal. Les Pay and Spray par exemple sont rapidement devenus iconiques après une énorme course-poursuite avec la police. Entrer dans ce garage pour ressortir avec une voiture totalement propre donnait une sensation incroyable. C'était presque devenu un réflexe pour tous les joueurs. Les Ammunition aussi participaient énormément à l'ambiance, voir ces armureries ouvertes au milieu de la ville renforçaient ce côté urbain violent propre à GTA 3. Et à l'intérieur, on pouvait découvrir de nouvelles armes qui donnaient encore plus de possibilités pour semer le chaos dans Liberty City. Même les plans qu'on marquait
marqué les joueurs, le simple fait d'avoir un appartement où sauvegarder sa partie renforçait l'immersion. Quand on revenait à la planque, après une longue session, on avait réellement l'impression de rentrer chez soi, dans la ville. Et ce genre de détail paraît simple aujourd'hui, mais à l'époque, ça donnait une sensation de liberté énorme. Et c'est exactement ce qui rend Liberty City mémorable. À partir de GTA 3, les joueurs ne jouent plus seulement à GTA pour les missions, ils jouent aussi pour se promener dans la ville. Et ça va devenir l'une des plus grandes forces de Rockstar. Ce qui est fou aussi, c'est la verticalité. Aujourd'hui, ça paraît normal, mais à l'époque, voir des ponts gigantesques, des tunnels, des routes sur plusieurs niveaux, c'était impressionnant. Rockstar venait littéralement de créer un nouveau standard du monde ouvert et il ne comptait clairement pas s'arrêter là. GTA Vice City, la map qui a une âme. En 2002, Rockstar reprend le moteur de GTA 3, mais cette fois-ci, ils ajoutent quelque chose d'énorme, une identité. Vice City n'est pas juste une ville, c'est une ambiance complète. Inspirée de Miami et des années 80, la map explose de couleurs, néons, plages, palmiers, voitures sportives et musique rétro. Tout dans Vice City donne envie de conduire sans aucun but. Et c'est probablement là que Rockstar comprend vraiment l'importance de l'atmosphère dans une map. Parce qu'honnêtement, la ville n'est pas forcément gigantesque, mais elle est mémorable. Chaque quartier possède une énergie différente. Les plages donnent une véritable sensation de vacances avec des palmiers, les hôtels, les voitures de luxe et les néons partout. On a presque l'impression d'être dans une carte postale géante des années 80. Mais le simple fait de rouler le long d'Ocean Beach la nuit devient une expérience mémorable. Downtown change complètement d'ambiance. Le quartier ressemble davantage à un grand centre-ville américain classique avec ses immeubles et ses routes plus larges et son trafic permanent. On sent une ville plus riche, plus moderne et beaucoup plus dynamique. Puis les quartiers pauvres viennent casser cette image de paradis. Les rues deviennent plus sales, plus dangereuses et contrastent énormément avec les zones luxueuses remplies de villas et de voitures sportives. Vice City donne constamment l'impression de montrer deux visages totalement différents de la même ville. Et surtout Rockstar commence à rendre la map beaucoup plus interactive. Les pay and spray et les ammunitions sont toujours présents, ce qui renforce encore cette sensation de vivre dans une vraie ville. Les joueurs commencent à connaître les emplacements par cœur, presque comme des points de repère naturels pendant l'exploration. Mais Vice City ajoute aussi quelque chose de nouveau et de très marquant pour l'époque, les bâtiments accessibles. Pour la première fois, plusieurs lieux emblématiques peuvent être visités librement, ce qui change énormément l'immersion. Le Malibu Club par exemple est devenu complètement mythique. Pouvoir entrer dans une boîte de nuit avec de la musique, les lumières, les danseurs et l'ambiance des années 80 renforce énormément la personnalité de la ville. Le club de strip participe aussi à cette sensation de ville adulte et vivante. À l'époque, pouvoir entrer dans ce genre d'endroit dans un jeu vidéo paraissait presque choquant pour certains joueurs. Rockstar pousse encore plus son côté provocateur et satirique. Même le commissariat devient accessible et ça paraît simple aujourd'hui, mais entrer à l'intérieur d'un poste de police dans un monde ouvert en 2002 donnait une impression énorme de réalisme. La ville semblait beaucoup plus crédible, comme si chaque bâtiment pouvait potentiellement cacher quelque chose. La ville ne servait plus uniquement de décor extérieur, on pouvait enfin pénétrer dans certains lieux emblématiques et ressentir davantage l'atmosphère de Vice City. Il y a aussi l'arrivée de la base militaire vivante, voir des soldats et des véhicules militaires dans une zone hautement sécurisée rendait la map encore plus crédible. Évidemment, énormément de joueurs essayaient immédiatement d'y rentrer juste pour voler le tank et survivre le plus longtemps possible face à l'armée. Tous ces éléments donnent à Vice City une sensation beaucoup plus immersive que GTA 3 et Rockstar commence alors à comprendre qu'une bonne map ne doit pas seulement être grande ou belle. GTA San Andreas, le monde ouvert devenu gigantesque. En 2004, Rockstar détruit complètement les attentes, parce que GTA San Andreas n'est plus juste une ville, c'est un état entier. Et pour énormément de joueurs, ça reste encore aujourd'hui la map la plus marquante de toute la franchise. Et pourquoi? Parce qu'elle donnait une sensation de voyage. San Andreas contient 3 grandes villes, Los Santos, San Fierro et Las Venturas. Mais entre ces villes, il y a aussi des campagnes, des montagnes, des déserts, des petits villages, des bases militaires, des routes perdues au milieu de nulle part. Et pour les joueurs, ça change tout. Pour la première fois dans GTA, conduire d'un point A à un point B devient une aventure. Quand on quittait Los Santos pour traverser le désert, on avait réellement l'impression de partir loin. Et à l'époque, cette sensation était incroyable. La map paraissait immense, presque infinie. Même les limitations techniques participaient parfois à cette impression. Le brouillard au loin donnait l'impression que le monde continuait encore, et surtout chaque région avait une personnalité complètement différente. Los Santos était inspiré de Los Angeles, violente, chaotique, très urbaine avec ses quartiers pauvres, ses autoroutes et ses guerres de gangs permanentes. San Fierro apportait une ambiance totalement différente, plus calme, plus artistique avec ses routes en pente, son brouillard et son aspiration très San Francisco. Puis Las Venturas cassait encore complètement l'ambiance avec ses casinos géants, ses lumières et son désert
désert immense autour de la ville. Mais ce qui rend San Andreas si spécial, c'est surtout la variété. À n'importe quel moment, le jeu pouvait changer totalement d'ambiance. Vous pouviez passer d'un quartier rempli de gangs à une route désertique silencieuse au milieu de nulle part. Et ce contraste rendait le monde ultra vivant. Rockstar reprend aussi tout ce qui fonctionnait dans GTA 3 et Vice City, mais en beaucoup plus ambitieux. Les ammunitions sont toujours là, le paint and spray aussi, les planques deviennent plus nombreuses et notre personnage a même le droit à sa propre maison avec une cuisine, un salon et sa chambre, et toute la carte semble remplie de lieux utiles et mémorables. Mais San Andreas pousse surtout l'immersion à un niveau totalement inédit pour l'époque. Rockstar essaye de transformer la map en un véritable espace de vie. Les bâtiments accessibles deviennent aussi beaucoup plus nombreux, restaurants et fast-food, salles de sport, salons de coiffure, garages et casinos. La carte paraît beaucoup plus interactive que dans les anciens GTA. Et évidemment, impossible de parler de San Andreas sans évoquer les zones militaires. La zone 69 devient immédiatement mythique, cette immense base secrète perdue dans le désert nourrit tous les fantasmes des joueurs. Beaucoup pensaient réellement pouvoir y découvrir des extraterrestres ou des secrets cachés. Mais Rockstar ajoute aussi une énorme base navale, voire des docks militaires gigantesques, des soldats armés et des zones interdites renforçaient encore cette impression de monde crédible et dangereux. Comme toujours dans GTA, la majorité des joueurs tentaient surtout d'y rentrer pour voler des véhicules militaires avant de finir poursuivis par toute l'armée. San Andreas donne constamment l'impression qu'il y a quelque chose à découvrir, un village perdu, une route secrète, un tunnel étrange, une base militaire, un mystère caché dans la montagne. Et c'est probablement ça qui rend cette map aussi culte encore aujourd'hui. Parce qu'elle donnait un véritable sentiment d'aventure, la carte n'était pas seulement grande, elle donnait envie d'explorer. GTA Liberty City Story et Vice City Story. Même si ces épisodes sont souvent moins cités, ils restent très importants dans l'évolution des maps de GTA. Pourquoi vous me direz? Parce que Rockstar prouve qu'ils sont capables de faire fonctionner leur ville sur les consoles portables. Et pour l'époque, pour une vraie ville ouverte sur PSP, était extrêmement impressionnant. Ces jeux permettent aussi de revoir Liberty City et Vice City sous un autre angle, avec de nouveaux personnages, de nouvelles histoires et parfois même des zones légèrement différentes. Rockstar comprend alors que ces villes sont devenues assez fortes pour être réutilisées plusieurs fois. Les maps deviennent presque des personnages à part entière. GTA 4, le réalisme avant la taille. En 2008, Rockstar change encore totalement de direction. Après l'immensité et le côté fun de GTA San Andreas, GTA 4 revient à quelque chose de beaucoup plus réaliste. Et honnêtement, beaucoup de joueurs ont été surpris, parce que la map paraît plus petite, mais en réalité Liberty City est beaucoup plus dense. Rockstar décide cette fois de se concentrer sur le détail. Les rues ressemblent enfin à une vraie ville. Les passants réagissent mieux, les animations sont plus naturelles, les bâtiments sont plus crédibles et le trafic paraît plus réaliste. Et surtout, l'ambiance est exceptionnelle. GTA 4 possède probablement la ville la plus immersive de toute la saga. Quand il pleut dans Liberty City, la ville devient presque mélancolique, les lumières se reflètent sur les routes, les rues semblent sales, les quartiers pauvres dégagent une vraie tristesse. Rockstar cherche clairement à créer une ville crédible, pas juste un terrain de jeu géant. Et ça se ressent énormément dans la structure de la map. Chaque quartier paraît authentique. Broker et Duke ressemblent à Brooklyn et Queens, Algonquin rappelle Manhattan. Même les petits détails donnent vie à la ville. Les panneaux, les travaux, les déchets dans les rues, les embouteillages. Liberty City paraît réellement habité. Et c'est aussi dans GTA 4 que Rockstar améliore énormément la verticalité. Les immeubles gigantesques donnent une vraie sensation de ville moderne. Mais évidemment, certains joueurs regrettent la folie de GTA San Andreas. Dans cet opus, moins d'activités, moins de variété, moins de zones rurales et d'amusement. Et pourtant, GTA 4 reste un énorme tournant, parce que Rockstar prouve qu'une map n'a pas besoin d'être gigantesque pour être mémorable. Elle doit surtout être crédible. GTA 5, le monde ouvert ultime. Puis arrive GTA 5 et on se retrouve à Los Santos inspiré de Los Angeles. Et là, Rockstar fait quelque chose de très intelligent, ils ne repartent pas de zéro, ils prennent tout ce qu'ils ont appris depuis GTA 3 et ils le fusionnent dans une seule et même carte. Résultat, une seule map gigantesque, ultra variée, pensée comme un véritable terrain de jeu à ciel ouvert. On retrouve une immense ville ultra dense avec ses gratte-ciel, mais aussi des montagnes, des campagnes, des déserts, des autoroutes interminables, des quartiers riches perchés sur les hauteurs et les zones beaucoup plus pauvres et industrielles. La carte de GTA V devient immédiatement l'une des plus iconiques du jeu vidéo, pas seulement par sa taille, mais surtout par sa variété de biomes et d'ambiance. Los Santos en elle-même est extrêmement détaillée, le centre-ville est rempli de vie avec ses tours, son trafic constant et ses activités permanentes. Les quartiers pauvres contrastent fortement avec les collines luxueuses de Vinewood Hills, où les villas surplombent toute la ville. Et les plages apportent une respiration complète avec une ambiance beaucoup plus ouverte
ouverte et détendue. Mais GTA V, c'est surtout une map qui ne s'arrête pas à la ville. Blaine County, qui occupe une énorme partie du territoire avec son désert et ses petites villes isolées et ses routes perdues au milieu de nulle part. C'est un espace totalement différent, beaucoup plus calme, presque désertique, qui donne une vraie sensation de distance avec Los Santos. Et entre tout ça, le mont Chiliad domine littéralement la carte. Un point culminant devenu iconique autant pour l'exploration que pour les mystères qu'il a générés par la communauté. Mais ce qui rend GTA V encore plus fort sur le plan de la map, c'est tout ce qu'on peut y faire. Les Los Santos Custom deviennent un élément central de la carte. Partout sur l'île, ces garages permettent de personnaliser entièrement ces véhicules et deviennent des points de passage quasi obligatoires. Les ammunitions sont toujours là, mais enrichis avec un vrai stand de tir intérieur, où l'on peut s'entraîner et tester ses armes, ce qui renforce encore l'identité urbaine réaliste du monde. Les cinémas font aussi leur apparition comme un véritable lieu accessible, renforçant l'idée que Los Santos n'est pas juste une carte de jeu, mais une ville vivante avec ses propres activités culturelles. On peut également aller dans les clubs, notamment les boîtes de nuit, qui deviennent des lieux d'ambiance et d'immersion surtout la nuit avec des néons et de la musique. Et même si les magasins emblématiques comme les supérettes, les fast-food et certains intérieurs sont parfois limités, leur présence participe toujours à cette impression de ville habitée, crédible et structurée. Rockstar pousse aussi énormément les activités liées à la map, l'exploration libre, parachutisme, chasse dans les zones sauvages, sport nautique, navigation en bateau, jet ski et même plongée sous-marine dans les fonds marins. C'est probablement la première fois dans GTA où la carte n'est pas juste un espace à traverser, mais un terrain d'activité complet pensé dans toutes ses dimensions, ville, nature, air et océan. Et évidemment, techniquement, le jeu est impressionnant. Cycle jour-nuit dynamique, météo, animaux sauvages, événements aléatoires, circulation dense, tout contribue à donner une impression de monde vivant en permanence. Mais malgré tout ça, un débat persiste encore aujourd'hui. Certains joueurs trouvent GTA 4 plus immersive car plus dense et plus réaliste dans son approche, là où GTA 5 mise clairement sur la variété, l'espace et la liberté totale. Et c'est là que la question devient plus intéressante. Quelle est la meilleure map de GTA? San Andreas pour le voyage, Liberty City pour son immersion ou GTA 5 pour la liberté et la diversité? Et au final, il n'y a pas vraiment de réponse unique, parce que chaque GTA a défini sa propre manière de construire un monde ouvert. Ce que GTA 6 pourrait changer. Après toutes ces années, une question revient partout. Comment Rockstar peut encore évoluer? Parce qu'aujourd'hui, faire une grande map ne suffit plus. Les joueurs veulent un monde vivant. Et tout indique que GTA 6 va justement pousser cet aspect encore plus loin. Des PNJ plus intelligents, des villes plus denses, des événements dynamiques, des intérieurs accessibles, une météo plus réaliste. Rockstar semble vouloir rendre son monde encore plus crédible. Et quand on regarde toute l'évolution des maps de GTA, on réalise quelque chose. Chaque génération a essayé de résoudre un problème. GTA 3 voulait créer la liberté en 3D. Vice City voulait créer une ambiance. San Andreas voulait créer l'aventure. GTA 4 voulait créer le réalisme et GTA 5 voulait créer l'immensité. Alors maintenant, la prochaine étape pourrait être simple. Créer un monde réellement vivant, et c'est probablement pour ça que les cartes de GTA restent aussi marquantes. Parce qu'on ne se souvient pas uniquement des missions, on se souvient des routes, des quartiers, des musiques en voiture, des moments où on roulait sans objectif. Rockstar a réussi quelque chose de très rare, transformer des maps en souvenirs. Et honnêtement, peu de jeux vidéo peuvent en dire autant.